voici votre micro. Bonjour à tous. Il fonctionne? Il fonctionne? C'est bon? Oui, vous m'entendez. Alors, Alexandre Rigal, donc je vous présente parce que vous allez nous parler d'un thème bien particulier. Donc, vous êtes membre de l'École urbaine de Lyon, qui est un projet porté par l'Université de Lyon. Vous êtes aussi le rédacteur en chef d'Anthropocène 2050. C'est le média de l'École urbaine de Lyon sur lequel vous publiez les travaux d'une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur l'anthropisation de la Terre. Alors, vous allez nous parler d'Anthropocène sous l'angle de la mobilité. Vous allez nous présenter ce concept. Je vous laisse nous expliquer. Oui, ça a l'air bien abstrait dit comme ça, mais j'ai essayé de le rendre le plus concret possible. Et on aura l'occasion, j'espère, de pouvoir échanger autour de la question. Normalement, j'ai une présentation qui est juste derrière moi. Et vous allez voir, je vais essayer de dérouler assez simplement ce qu'est l'Anthropocène pour ensuite enchaîner sur les enjeux et les questions que ça pose du point de vue des mobilités. Si vous voulez passer, le vert pour passer suivant, le rouge pour précédent. Alors je vais me lever, comme ça ce sera plus facile pour moi de voir ce que vous voyez également. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être vu une slide passer que j'ai faite passer trop rapidement. Une première définition de ce qu'est l'Anthropocène. Donc c'est un mot compliqué, forgé par des géologues, mais anthropos, c'est l'être humain, c'est l'homme, et scène, ça veut dire la nouveauté. Donc c'est l'idée qu'on est dans un nouvel âge qui est celui des êtres humains. Et qu'est-ce que ça signifie plus concrètement? C'est pas une idée de philosophe ou d'essayiste un peu farfelu, pas du tout. Donc comme je vous le dis, c'est des géologues qui ont inventé ce terme pour qualifier le fait que la force qui transforme le plus le système Terre aujourd'hui, et notamment le climat, ce sont les activités humaines. Et ça, c'est ce qu'on voit à travers le réchauffement climatique, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et un des facteurs numéro 1, bien sûr, de cette transformation de la planète, c'est l'urbanisation. Depuis 1945, on a eu une explosion de l'urbanisation qu'on repère à l'échelle de Lyon et de la métropole avec la tâche urbaine qui a grandi, mais bien sûr beaucoup plus encore en Chine et dans tout un tas d'autres pays. Donc voilà, si on veut une définition la plus scientifique possible, allez là si elle vous intéresse. Mais voilà, n'étant pas géologue, je ne vais pas rentrer plus avant dans le débat. Et je vous montre pourquoi on s'intéresse à la mobilité dans cette présentation et pourquoi je m'y intéresse dans mes recherches. Ce n'est pas juste une histoire de pollution locale ou de problèmes d'accident et de sécurité. Parce que si on regarde ces graphes, là je vous ai mis seulement une partie des graphiques en fait, qui ont à peu près tous qui ont une pente très très proche et qui en fait sont des indicateurs à l'échelle de la planète qui ont été récoltés par des scientifiques et donc qui ont pour vocation à montrer à quel point on vit une grande accélération de tous les indicateurs à la fois économiques et d'urbanisation justement, voilà, depuis 1945, depuis l'après-guerre. Donc ça avait commencé sans doute avec la révolution industrielle, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir du fond, mais là on a 1950 ici, et donc on voit qu'il y a une courbe vraiment extraordinairement croissante depuis, et en particulier au sujet de la question qui nous intéresse aujourd'hui, donc les transportation, les transports et le tourisme international notamment, voilà, deux indicateurs parmi d'autres. Si on redescend à l'échelle française, ce n'est pas simplement des indicateurs parmi d'autres d'une croissance importante de notre économie et de l'impact de nos modes de vie, mais la mobilité et les transports, en termes d'émissions de CO2, c'est le secteur numéro 1. Et en plus, il a ceci de particulier, c'est qu'on est tous concernés en tant que particuliers, puisqu'on participe très petitement, mais on participe tous un petit peu à ces 31% de la production totale de CO2 ou d'équivalent CO2 par an en France. Et bien sûr, comme on a déjà entendu quelques discussions un peu tendues ou chaudes, en tout cas, je dirais, autour de la question des transports et de l'aménagement de la ville du point de vue des transports. Bien sûr, comme vous en doutez, la voiture particulière est la cause numéro 1 en France des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports. Donc à chaque fois, on redescend en termes d'échelle, mais enfin, ça reste un sujet intéressant de ce fait. Alors, loin de moi l'idée de penser que l'automobiliste, que nous sommes tous à un moment ou à un autre de notre vie, a pour vocation de polluer, de renverser des enfants ou je ne sais quoi. L'idée, c'est pas de caricaturer nos comportements et de nous condamner les uns et les autres, parce que de fait, c'est tout l'enjeu étonnant de cette situation qu'on appelle anthropocène, c'est qu'en fait, c'est la banalité de nos mauvaises actions.
C'est-à-dire que les uns et les autres, quand on prend notre voiture, on n'a pas envie de polluer, de produire du CO2, ce n'est pas du tout notre objectif. Mais il se trouve que malgré l'absence de mauvaises intentions, on en arrive à produire tous ensemble, quand on agrège toutes ces actions, on en arrive à produire des effets, en termes de CO2 et au-delà, qui semblent produire des conséquences négatives à court terme, et en tout cas à long terme, on en est convaincu. Un autre point, peut-être que parmi vous, certains se disent très bien, mais c'est encore des scientifiques peut-être, mais surtout des écolos et un peu idéologues. Alors par rapport à ça, il y a deux choses à prendre en compte, c'est que, étant sociologue, je peux le dire plus facilement, mais disons que si vous allez en sciences sociales, c'est vrai que tendanciellement, les gens seront plutôt de gauche ou d'extrême gauche, et peut-être écolos, mais plus on va vers les sciences dites exactes, et donc notamment la géologie, la physique, et les gens qui s'intéressent à la planète, il y a des écologistes bien sûr parmi eux, mais traditionnellement, ils sont quand même, si on fait des sondages, ils sont quand même beaucoup plus conservateurs, pour pas dire à droite. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et le deuxième, on a le droit d'être sceptique quant au modèle climatique et à tout ce que je vous ai présenté, parce que ça demande une complexité importante et il est très difficile pour les uns et les autres de vérifier, notamment les modèles qu'utilisent les climatologues et les géologues, et j'en suis pas capable, et j'imagine que c'est votre cas aussi. Simplement, là, le mot-clé, il me semble, c'est, en tant que bon père de famille ou bonne mère de famille, si je puis dire, c'est la prudence. Et si je vous dis que la rivière devant vous, à 2 mètres de profondeur, a priori, vous n'allez pas essayer de la traverser, peut-être vous ne me croirez pas, mais à ce moment-là, j'imagine que vous allez faire attention et vous allez quand même éviter et vous allez chercher un pont. C'est peut-être une mauvaise image, mais c'est l'idée qu'on peut être sceptique. Je suis prêt à accepter le scepticisme par rapport à ce que je vous montre, mais par contre, il me semble que dans ce cas, il faut être encore plus prudent, alors qu'on a tendance à avoir le raisonnement inverse en général. Mais on pourra en discuter, ça c'est un point de vue personnel. Alors la question des transports, j'y viens. Donc il y a un point aussi qui est intéressant et qui était là, qui remonte à bien avant la question de l'Anthropocène, dans les critiques de nos mobilités et de la voiture, c'est le fait qu'elle est relativement peu efficace. Là, vous avez un graphique en fait qui vous montre plusieurs moyens de transport classés par rapport à l'énergie dépensée pour avancer et donc le résultat en termes de déplacement. Bon, le vélo couché, c'est assez anecdotique, mais c'est le moyen de transport le plus efficace. Mais mettons-le de côté. Le vélo qui est non seulement le plus efficace par rapport aux autres moyens de transport humains, mais dans le règne animal, on n'a jamais fait mieux. Si vous comparez l'énergie dépensée par n'importe quel animal et l'être humain à vélo, le vélo est devant. Et puis la marche, et ensuite on descend progressivement, on est de moins en moins efficace, même si par exemple la voiture électrique, de ce point de vue, reste meilleure qu'une voiture thermique. Si on redescend à l'échelle du territoire qui nous intéresse aujourd'hui et de l'Auvergne-Rhône-Alpes, quelques chiffres. Déjà, on est la région dans laquelle les déplacements à pied, à vélo, en roller, etc., donc ce qu'on appelle les mobilités actives, sont les plus fortes à l'échelle de la région, et pas seulement à l'échelle de la métropole, par comparaison avec les autres régions françaises. Donc c'est quand même à noter, 9% des actifs. Donc c'est une minorité, mais c'est pas une poignée de personnes. Là, c'est les chiffres de 2015, donc ils ont sans doute augmenté depuis, en particulier pour le vélo. Mais on voit qu'à Lyon-Villeurbanne, 45% des déplacements, c'est à pied. Alors, on parle beaucoup de vélo parce que c'est un symbole écolo, mais la marche, elle est parfois un peu mise de côté. Et 3% à vélo, mais ça a augmenté depuis. Et si on va à l'échelle de la métropole, on est plutôt à 35% de marcheurs, c'est très important, bien sûr. Et ça reste le premier mode de déplacement, et 2% à vélo. Et on sait que la métropole se réjouit de l'augmentation de la pratique du vélo. Si je redescends et que j'arrive plus directement sur ce qui m'intéresse personnellement dans mon travail, c'est-à-dire les changements de comportement et l'expérience que les personnes ont de la ville, dans ce cas à travers les moyens de transport, ce qui est intéressant quand on parle de mobilité active, c'est que ça suppose un effort physique a priori plus important que la voiture ou de prendre le bus, bien sûr. C'est assez évident. Et c'est une des raisons pour laquelle l'OMS promeut ces manières de se déplacer. Ce n'est pas seulement pour des raisons climatiques, mais comme vous le savez tous, aussi pour des raisons de santé. Et il me semble que ça fait partie des motifs relativement consensuels sur lesquels on pourrait s'accorder pour les promouvoir un peu plus, en tout cas qu'elles ne le sont encore aujourd'hui. Une fois qu'on parle d'effort, on parle aussi de rapport à l'effort. Et donc, vous connaissez sans doute l'expression la loi du moindre effort, qui est une vieille loi de psychologue. Et donc, si on fait des entretiens et si on discute les uns avec les autres, on va remarquer que parfois, on va avoir la flemme, comme dit la personne que je cite là, qui est une parmi d'autres. On va être paresseux, on va être juste fatigué, voire incapable de se déplacer par nos propres moyens physiques.
Donc il faut le prendre en compte. L'idée, c'est pas de penser qu'on est tous des jeunes fringants et capables de circuler à toute allure à vélo. Et ça correspond des formes urbaines. Alors là, c'est un peu un exemple un peu cliché, mais c'était pour avoir une photographie. Mais bien sûr, avoir sa voiture en bas de chez soi, c'est extraordinaire pour ne pas avoir à dépenser trop d'énergie quand on se réveille et qu'on sort de chez soi. Mais il y a d'autres possibilités, et je vous en montre une après qui existe déjà à Lyon et que vous connaissez. Ensuite, il y a des personnes qui vont être capables de produire un effort, qui ne vont pas rechigner, mais qui vont le produire quand elles vont être distraites ou quand il va y avoir un intérêt finalement au paysage, notamment au paysage urbain ou au naturel, si vous êtes amateur de randonnée. Et donc ça, dans la qualité de la construction dont vous parliez, bien sûr, vous le savez, la qualité esthétique de la ville est essentielle si on veut promouvoir les mobilités actives. Et il est bien sûr pénible pour tout un chacun de marcher à côté d'une route très, très fréquentée. Et donc, on a des personnes, ensuite, quand on les interroge, qui nous expliquent à quel point elles jouent avec la circulation, parfois à vélo ou à pied, mais aussi des personnes qui apprécient tout simplement avoir un cadre agréable. Et j'ai choisi le Vieux-Lyon parce que ça me semblait un exemple à nouveau consensuel. L'idée, c'est de montrer à quel point la ville de Lyon et de ses alentours ont déjà des atouts formidables de ce point de vue et desquels on peut s'inspirer par ailleurs. Voilà, et donc on voit, quand on est touriste, on ne compte pas ses pas, ou en tout cas beaucoup moins, et donc on est capable d'être distrait de son effort. Et enfin, on avance, et peut-être certains parmi vous sont aussi sportifs, et donc il y a aussi un plaisir, un goût pour l'effort qui est lié à l'effort lui-même, et peut-être parfois à la compétition, mais tout simplement au fait de bien se dépenser, de sentir son corps en mouvement. Et donc à nouveau, c'est quelque chose qu'exprime cette dame qui s'appelle Denise, que j'avais interrogée, et qui racontait qu'elle avait revendu sa mobilette au profit d'un vélo, parce qu'elle avait besoin, avant d'aller au boulot, de se dépenser. Et hier, j'interviewais un cycliste de plus de 60 ans, ce qui vous permet de dire qu'on ne néglige pas les problèmes d'âge et des problèmes physiques, tout simplement, où on essaie de les prendre en compte, mais qui, lui, était encore assez mobile et qui me racontait, quand il était plus jeune, avant d'aller au boulot, essayait de monter des côtes, en fait, pour se dépenser. Donc voilà, ça fait partie aussi des expériences de l'effort. Donc j'en ai répertorié 3. Donc bon, on voit une image qui illustre ça. J'en ai répertorié 3, on pourrait discuter, mais disons que ça permet sommairement de les définir. Et ça appelle des formes de ville, des formes d'aménagement spécifiques, pas forcément innovantes, qui peuvent reposer sur des choses bien connues de tout un chacun. Donc il y a une première condition, si vous voulez réduire l'effort que demandent les mobilités actives, et en particulier la marche, parce qu'on peut prendre au sérieux le fait qu'on n'est pas tous capables de marcher longtemps, c'est la question de la porosité. C'est d'imaginer notre ville comme un gruyère ou comme une éponge. Et c'est ce qu'on a à Lyon grâce au Traboul, ou ce qu'on avait en tout cas. Et donc ça fait partie de cette logique de raccourci et d'être capable de traverser le bâti. C'est quelque chose de très intéressant de ce point de vue, même si ça pose aussi des questions de sécurité par exemple. Mais enfin, du point de vue qui est le mien et que je vous propose aujourd'hui, ça fait partie des critères intéressants. Bon, bien sûr, la question de l'esthétique, elle est plus évidente. J'ai mis le parc Blandan. Donc voilà, il y a favoriser les mobilités actives. Ça peut permettre à quelqu'un de traverser un parc s'il a un lieu de travail à proximité, ou traverser un parc avant de prendre une voiture partagée, un bus, ou même de se rendre au parking où il a garé sa voiture. Et enfin, par rapport aux efforts qui demandent plus physiquement et qui sont goûtés et appréciés pour ça, il y a un effort de fabriquer des espaces assez linéaires, où il y a peu d'à-coups, peu d'arrêts, peu de heurts en fait dans votre déplacement. Voilà, et donc là j'ai mis l'exemple de Running Lyon, mais il y en a bien d'autres. Et je pense que de ce point de vue, en tout cas c'est ce que je disais à mes collègues quand je n'étais pas lyonnais, je trouve qu'à Lyon il y a une réussite relative, relativement importante en tout cas à mes yeux, mais qui est justement les quais du Rhône, qui de ce point de vue permettent une variété d'usages, une variété de vitesses et une variété de modes de transport actifs, et avec une qualité paysagère assez forte, et voilà, qui donne une direction, en tout cas, si on souhaite développer plus avant les mobilités actives. Et enfin, il y a un enjeu de connectivité entre tous ces morceaux de ville. La porosité y participe, mais ça va bien au-delà, bien sûr, notamment pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre en cœur de ville. Donc là, peut-être c'est un projet un peu plus controversé, mais le projet de la ville et de la métropole pour les voies lyonnaises illustre bien cette logique-là, en fait. Donc voilà, maintenant je suis ouvert à en discuter avec vous et même aux controverses.
Mais c'est ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Alors on a une question de monsieur. Oui, merci pour la conférence. Pour en revenir au vélo, comment vous expliquez qu'en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Hollande, ils pédalent depuis des générations et que nous, on découvre le vélo, le pays du Tour de France découvre le vélo urbain? Alors c'est une question qui nous intéresse beaucoup, comme vous. Je commence par le cas suisse parce qu'on pédale beaucoup plus en Suisse alors qu'a priori le relief ne s'y prête pas. Donc ce qui veut dire que la question du relief peut être limitante pour un certain nombre d'usagers mais pas du tout pour tous. Ça c'est la première chose, et également en Hollande ou en Belgique le vent n'est pas très agréable. Donc c'est pas simplement des enjeux physiques, c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer à travers ces petites expériences de personnes. C'est aussi un enjeu du rapport au vélo. Je pense qu'en Hollande, par exemple, il y a deux choses. C'est que le vélo n'est plus un enjeu de controverse entre écologistes et non-écologistes, mais que c'est un symbole national. Et qu'on a réussi à créer un grand récit autour de la réussite hollandaise et du vélo, qui permet à tout Hollandais de s'identifier à cette pratique sans être identifié justement à quelque chose de controversé. Ensuite, historiquement, ça tient à des mouvements sociaux, à un moment donné, à nouveau plutôt consensuels. Il y avait bien sûr une contre-culture anticapitaliste qui défendait le vélo, mais pas seulement. Il y avait, comme en Hollande, contrairement à la France, jusqu'aux années 70, il y avait encore pas mal d'enfants qui allaient à vélo à l'école. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, le développement de l'automobile plus les enfants à vélo, ça crée assez souvent, ou en tout cas de temps en temps, des accidents, ce qui est arrivé. Et donc il y a un mouvement de mères de famille, en tout cas qui s'est présenté comme tel, qui a été assez fort. Et au même moment, vous avez eu un changement de majorité dans plusieurs villes et surtout à l'échelle nationale. Et donc il y a eu une coïncidence entre ces différents événements qui a permis de remettre au goût du jour le vélo, mais d'une manière où, en tant que parents ou même en tant que personnes qui ont des enfants autour de nous, on est, je pense, plus sensible, même qu'au climat qui reste abstrait. Le mot anthropocène exprime bien cette abstraction, alors que bien sûr des enfants qui décèdent ou qui sont blessés, on y est sans doute plus facilement touché. Et ensuite, ça vaut autant pour la voiture que pour le vélo. C'est une grande loi qu'on a tous expérimentée. Si vous construisez des infrastructures, à un moment ou à un autre, vous aurez plus d'usagers, avec la difficulté d'aller chercher des usagers plus fragiles, ce qui est le cas aujourd'hui du vélo, qui est plutôt une pratique en ville de cadres d'hommes et de cadres dynamiques, plutôt que de personnes âgées ou d'enfants. Mais donc ça, la qualité des infrastructures sur le long terme fait la différence. Et ensuite, ça ne répond pas exactement à l'objectif que je vous présentais, qui est implicitement, comme vous le savez, vise à aussi réduire la place de la voiture. Mais en Hollande, on a réduit la place de la voiture dans certains espaces et on a accordé beaucoup de place au vélo, mais ça reste un des pays où les automobilistes, quand ils sont sondés, considèrent que la circulation est la meilleure. Donc l'opposition qui existe aussi à cause du discours politique peut être un peu minorée si on fait des aménagements vraiment à part, notamment, et qu'on n'ait pas un partage des voies, en tout cas hors des villes, en particulier hors des villes. Et aussi parce que s'il y a moins d'automobilistes, ceux qui restent sur la route, a priori, en profitent également. Voilà ce que je peux dire. On avait une question de monsieur ici au deuxième rang. Oui, merci. Donc tout d'abord, je voulais dire que moi je pratique le vélo, donc je trouve tout à fait intéressant ce que vous dites. Mais il y a une question peut-être théorique, mais qui me tient à cœur, en tous les cas je me permettrai de la poser, concernant l'Anthropocène. En fait, si vous voulez, un des éléments de discussion sur l'Anthropocène, c'est la problématique de l'évolution des technologies. C'est toujours jamais traité, ce problème-là. Et quand on regarde, par exemple, la théorie de Schumpeter sur l'évolution de la technologie, pourquoi on n'en parle jamais? On dirait que le monde est totalement linéaire, qu'il s'est arrêté à partir du moment où l'homme a existé et qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir dépasser cet état des lieux. Et on a l'impression qu'on est, d'une part, sur une approche de décroissance, parce que c'est un élément essentiel, et d'autre part, moi j'ai discuté avec Jean Covici par exemple, on n'arrive pas à avoir une discussion véritablement fondamentale sur ces problématiques-là. Quel est le rôle de la technologie par rapport à la théorie que vous développez? C'est une question extrêmement vaste, et je vais être plus proche du point de vue que de la réponse scientifique, mais je vais essayer quand même. La première chose, c'est que parfois on caricature notre président
comme d'autres personnes avaient caricaturé les écologistes, comme ceux qui voulaient retourner la bougie par exemple, et aux Amish, en les comparant aux Amish, le vélo c'est une invention qui est à peu près concomitante de celle de la voiture. Donc la première chose c'est que voilà, c'est une technologie. Il y a pas quand on promeut le vélo ou d'autres manières de se déplacer, on n'est pas forcément dans un rejet de la technologie en soi. La deuxième chose, c'est que oui, on pourrait appeler l'Anthropocène aussi l'ère de la technique. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai vu des représentations graphiques qui montraient le poids, notamment du bâti, mais aussi le poids de toutes les inventions techniques par comparaison au poids de l'ensemble des êtres vivants et de l'humanité. Et bien sûr, le poids de nos constructions nous dépasse largement. Et c'est ça aussi, ça donne une image de ce qui pèse sur le climat. C'est pas vous et moi, mais c'est bien sûr toutes ces technologies. Et c'est un vieux sujet qui précède même la question écologique. Ensuite, par rapport à... J'essaie de répondre, mais c'est assez compliqué de le faire comme ça, mais j'essaie de répondre. Je suis assez d'accord avec vous, si je vous ai compris, sur l'importance de croire en l'innovation, mais je suis aussi assez prudent sur le fait que peut-être qu'on n'aura pas d'innovation et qu'elles n'arriveront pas, et que du coup, il faudra s'en passer. Et mon idéal, mais là je parle plutôt en tant qu'historien, serait qu'on soit capable d'avoir le double discours, mais qui ne serait pas un double discours mensonger, mais de promouvoir le plus possible de nouvelles technologies, notamment dans le nucléaire. Je pense que beaucoup d'écologistes sont en train de retourner ou en tout cas de changer d'opinion vu la crise que l'on vit. Mais en même temps, de se préparer au fait qu'il est possible qu'on n'ait plus accès à un certain nombre de ressources en énergie, comme là la pénurie de l'essence en donne seulement un petit avant-goût, et donc du coup être capable de faire face au pire en espérant le meilleur. Voilà, ce serait mon idéal. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le faire aussi parce qu'il y a une longue tradition de technophobie chez les écologistes, parce que ce sont des mouvements qui sont nés notamment des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki. Et donc le nucléaire est lié à un événement terrible dans l'histoire de ces mouvements, qui fait qu'il y a une difficulté par rapport à la technique qui est née de ce choc, qui est bien légitime, mais qui a déteint, il me semble. Mais il me semble, sur leur conception générale de la technique, alors même qu'ils peuvent promouvoir, comme je vous le disais, le vélo, qui est tout autant moderne que la voiture et le vélo électrique, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Sinon, on peut en rester là. Alexandre Rigal, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous laisse descendre de scène. Alors,